nous retrouvons l'intrépide Lord Paddle, toujours aux prises avec les extraterrestres maléfiques du Docteur Jaguar. Armé de son fidèle zapper que lui a légué le chevalier Nintendo, Lord Paddle s'avance vers une destinée bien incertaine. Le voilà qui fait maintenant face à une horde de guerriers extraterrestres déchaînés. N'écoutant que son courage, notre vaillant Spartan élimine ses ennemis avec fougue et panache, mais d'autres obstacles se dressent face à lui. L'Horde doit maintenant affronter 30 ennemis surarmés pendant qu'un escadron de vaisseaux spatiaux envoyé par le Docteur Jaguar bombarde sa position afin de l'obliger à battre en retraite. Et ce n'est pas tout. Encore? Eh oh! Et oui, le Docteur Jaguar vient d'envoyer une troupe de soldats d'élite dirigée par le général Atari Jaguarator qui s'avance vers lui de manière menaçante. Oh attendez, c'est trop là. Eh oh, je suis pas con non plus, je sais bien que j'ai aucune chance là. Le public y croira jamais. Allez, vous me faites chier avec vos marvelisades, là je sors de cette BD, j'en ai ras le casque, allez, ciao. Ah ouais, d'accord, super. Et moi je sers à quoi du coup? Je me tripote le feutre, c'est ça? Ah écoute vieux, chacun son boulot, je suis pas ton père, hein. T'es un grand garçon, non? Sympa, ok, bon bah... Et c'est ainsi que s'achève la trépidante aventure intergalactique de Lord Paddle. Bon, comment on dit déjà? À vous les studios, c'est ça? Bon bah, à vous les studios alors. Veux-tu que je te dise? Comme ça quoi. En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Salut les nostalgiques. Bon, vous savez, en dehors des jeux vidéo, j'ai bien évidemment d'autres passions, hein, la musique de film, le cinéma, la bande dessinée, etc. Et justement, je suis un gros consommateur de bande dessinée, hein. C'est vrai que quand j'étais un petit paddle, je dessinais tout le temps et en plus de ça, je dévorais 3 ou 4 BD par jour. Alors après, voilà, j'étais plutôt branché BD francophone en fait, hormis quelques BD américaines comme les adaptations de Predator, Aliens ou Terminator, ça c'est mon côté geek du cinéma, bon bref. Ouais, c'est la discrimination ton truc, y a même pas de manga. Ah non, là par contre j'avoue, je suis pas très manga, et dans la catégorie des comic books américains, c'est pas une passion non plus, mais j'oublie pas quand même la série des Sonic the Hedgehog édition Archie que j'adore. Et comme j'adore à la fois les BD et les jeux vidéo, je suis particulièrement ravi de vous parler aujourd'hui d'un jeu vidéo qui a réussi à mélanger les deux univers avec un rare talent. Ce jeu, c'est bien évidemment Comix Zone, édité par Sega sur Mega Drive en 1995. Bon, penchons-nous maintenant d'un peu plus près sur le cas de ce jeu qui... Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Oui, bon le jeu parle de BD, donc on est raccord avec le sujet là, non? Je sais pas... Ah, attendez, tournez pas la page trop vite, ça me donne envie de gerber, non! Alors quand on vous dit Beat'em Up sur Mega Drive, en général vous pensez tout de suite à ça, Streets of Rage, Golden Axe, Splatterhouse 2, les Tortues Ninja, mais pourtant Comix Zone est bien différent de tous ces titres sur plus d'un point. Alors commençons par le début, évidemment, le jeu est l'œuvre de STI, Sega Technical Institute, qui se trouve être une filiale US de Sega, où les développeurs américains et japonais travaillent ensemble avec, à l'époque, une certaine marge de manœuvre et une liberté de création plutôt rare dans l'industrie du jeu vidéo. Comix Zone est né de l'imagination fertile de Peter Morawiecki, un jeune concepteur américain de jeux vidéo tout juste âgé de 22 ans lorsqu'il rejoignit pour la première fois l'équipe R&D de STI en 1992 sous la houlette de Yutaka Sugano, créateur entre autres de Shinobi ou Crackdown chez Sega. Morawiecki est d'ailleurs aussi connu pour avoir participé à l'époque à la création de Sonic 2 et Sonic Spinball sur Mega Drive. L'un des hommes clés de STI était par ailleurs son fondateur Mark Cerny, concepteur, producteur et programmeur de jeux vidéo américain bien connu dans les années 80 pour son méga hit Marble Madness sur arcade en 1984. Alors pour information, Cerny est également connu comme étant l'un des principaux concepteurs de la PlayStation 4, de la PS Vita et de la PlayStation 5. Ouais, c'est quand même pas rien, Après avoir fondé le studio STI en 1991, Cerny travaille notamment sur Sonic 2 et aide ainsi Peter Morawiecki à intégrer l'équipe de STI en 92 avant de quitter définitivement Sega cette année-là en raison notamment d'une ambiance tendue entre certains exécutifs de Sega et l'équipe américaine de STI. Alors pour la petite histoire, il semblerait que Yuji Naka, programmeur bien connu du premier Sonic, ne souhaitait pas travailler avec les Américains à l'époque, ceci expliquant probablement cela. Alors peu de temps après, c'est l'Américain Roger Hector qui fut nommé directeur de STI après avoir travaillé auparavant chez Disney aux États-Unis. Alors dans une interview accordée au site Sega Retro en 2005, Hector raconte que Peter Morawiecki aurait présenté une démo test d'animation de Comix Zone réalisée sur Amiga peu de temps après son arrivée chez STI en 1992. Le directeur et son second, Tom Kalinske, auraient été tellement séduits par cette brillante démo qu'ils donnèrent immédiatement leur feu vert pour le projet.
Hélas, Peter Morawiecki ne pourra pas travailler tout de suite sur son projet, initialement intitulé Joe Pencil Trapped in the Comic Zone, car Sega leur demande d'abord de faire Sonic Spinball. Morawiecki devra finalement attendre 1994 pour constituer une équipe de jeunes programmeurs incluant le directeur artistique Adrian Stephens, une équipe d'animateurs regroupant 6 personnes, 3 autres personnes pour concevoir les décors, les voix, une personne pour la musique et les sons, etc. Alors l'équipe de Comics Zone réunit au total plus d'une quarantaine d'employés de STI et le jeu est conçu en une longue période de 18 mois environ pour une sortie prévue en 1995. Morawiecki et son équipe étaient de gros consommateurs de comic books et se seraient ainsi inspirés de nombreuses œuvres picturales pour concevoir l'atmosphère unique de Comics Zone. Alors on devine notamment ici des influences manifestes de certains super-héros Marvel comme Captain Marvel ou Shazam, bien que les auteurs citent plutôt X-Men, Spawn ou les comics Alien de chez Dark Horse Comics comme leur principale source d'inspiration. Alors chose peu commune, le manuel de la version américaine du jeu contient même un comic book inédit relatant une histoire parallèle au scénario du jeu avec le personnage d'Alyssa, écrit justement par 2 artistes de chez Marvel, Steve Bailing et Michael Stewart, dessiné par Tony DeZuniga, plus connu pour ses travaux chez DC Comics. Et puisqu'on est dans les anecdotes sympas, il faut également savoir qu'un CD de la BO du jeu composé par Howard Drosin avait été édité à l'époque sous le titre Roadkill, en référence au nom du rat qui accompagne le héros Sketch Turner tout au long du jeu. Alors Drosin avait constitué un petit groupe de rock et avait réarrangé, produit et interprété certaines de ses musiques du jeu sous forme de chansons à la sauce rock grunge typiquement années 90, inspirées de groupes clés de l'époque comme Nirvana, Alice in Chains ou Pearl Jam. D'ailleurs, le look même de Sketch est très probablement calqué sur celui de Kurt Cobain de Nirvana, et je vous propose d'ailleurs de nous donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Sachez également que pour la sortie américaine du jeu, un autre CD avait été édité, mais cette fois avec des chansons de plusieurs groupes de rock à succès de l'époque, sans lien direct avec le jeu. Bon, maintenant que ce chapitre est clos, tournons la page pour de nouvelles aventures, puisqu'on va explorer maintenant le scénario de Comics Zone. Et s'il vous plaît, quand je dis tourner la page, allez-y doucement les gars, parce que j'ai pas encore envie de gerber dans mon casque, tu vois. Faut pas que tu restes sur un échec, hein, faut que t'apprennes à tourner la page, hein. Eh vas-y, Jimmy, tourne la page, eh oui, Jimmy page. Ah, trop vite, putain. Alors concernant le scénario de Comics Zone, on est ici dans quelque chose d'assez atypique. Pas de héros qui va sauver le monde, ni une énième dulcinée pleurnicheuse qui vous fera la bise à la fin de l'histoire. La seule chose que le héros va sauver ici, c'est lui-même. Et ouais, bienvenue dans le beat'em up individualiste. Hein. Oui, je suis dans la pièce à côté, je nettoie mon casque parce que pour retirer le vomi. Rien ça. Et d'ailleurs, pas de mode coop ici, hein. C'est une aventure solo avec quelques animaux, mais sans Anne. Hein. Bah oui, Anne solo. Le joueur dirige ainsi Sketch Turner, un dessinateur de BD en pleine création, lorsqu'un soir la foudre frappe la planche sur laquelle il travaille, ce qui l'entraîne dans l'univers de la bande dessinée qu'il a créé. Et oui, c'est logique, hein. Ah, les coups de foudre, hein. Un grand classique. Inversion des rôles ici, puisqu'à contrario, c'est le super méchant de son comic book, Mortus, qui prend sa place dans le monde réel. Et d'ailleurs, Sketch a intérêt à rien dire à Mortus, hein. Bah oui, Mortus et bouche cousue. Oh, ça va pas, non? Et d'abord, j'ai mon casque, même pas mal. Et puis ça va pas, connard? Ouais, mais t'as qu'à arrêter tes blagues carambars, là, gros gnouf. Vas-y, refais ça et je te peinturlure la tronche avec du blanco, là, espèce d'esquisse ratée. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, voilà. Alors, pour prendre le pouvoir sur le monde réel, Mortus va se débarrasser de son créateur Sketch en lui faisant subir une longue série d'épreuves dans les cases de la bande dessinée où il se retrouve coincé, en dessinant de nouvelles épreuves et de nouveaux ennemis sur les cases au fur et à mesure. Espérons qu'il va pas lui en manquer, hein. Bah oui, lui manquait une case. Et non, je déconne, ça va, ça... Ah, putain. Bon, on peut arrêter 2 secondes et avoir la suite, là. Et oui, le jeu est donc atypique pour l'époque, car bâti sur le concept de la bande dessinée interactive. Il fallait y penser, hein. Alors, le monde de Comics Zone est un univers post-apocalyptique envahi par les monstres de Mortus. Alors, les humains ayant survécu à l'apocalypse sont aujourd'hui regroupés sous la force du New World Empire, dirigé par Alyssa Cyan, que l'on rencontre dès le début du jeu et qui nous explique le chemin à suivre tout en nous donnant de précieuses informations pour accomplir notre quête. D'ailleurs, j'aime bien quand Sketch atterrit au début du jeu devant Alyssa et qui lui sort « Qui êtes-vous? Je vous connais ?» Mec, au cas où tu serais pas au courant, c'est ta propre création, quoi. C'est toi qui l'as dessiné, du gland. Ah, trop fort, le gars, quoi. Alors, tout au long du jeu, Sketch sera ainsi en contact radio en permanence avec Alyssa, qui l'aidera dans son aventure. Même si parfois, c'est un peu du genre « Attention, Sketch, il y a un piège devant toi » ou « Attention, un ennemi est là » Oui, merci Alyssa, j'ai des yeux pour voir, tu sais, hein. Et bien évidemment, univers de BD oblige, les textes des personnages apparaîtront dans des phylactères, les bulles de bande dessinée.
Vous savez, j'adore cette histoire du mec qui rentre dans l'univers d'une bande dessinée. Je m'interroge, vous avez jamais rêvé de plonger vous aussi dans l'univers d'une BD pour interagir avec les personnages, leur dire quelque chose? Et je me demande bien ce que je pourrais dire à certains persos de BD si j'en avais l'occasion, tiens. Faudrait que je fasse un test pour voir. Alors Robert Bidochon, toujours en train de t'abrutir devant la télé là, de péter au lit et de concourir pour la place du plus gros bof de France? À la télévision, et puis dors. À la télévision, et puis... Mais je te le dis, hein, si tu t'es le pote à Bidochon, te pète de gueule, hein, connard. Oh non, je suis tombé sur le crossover Robert Bidochon contre les aliens. Bref, voilà, bon, si le scénario de Comics Zone vous paraît farfelu et extravagant, sachez que c'est rien par rapport à l'inventivité folle du jeu qui déborde d'idées et d'énergie, offrant un gameplay particulièrement amphigorique. T'es sûr que c'est vraiment ce mot-là que tu voulais utiliser? Non, mais ça faisait bien, et puis en même temps, fallait le placer celui-là, hein. Je sais pas combien de points ça ferait au Scrabble, d'ailleurs. Allez hop, on passe au gameplay, mais cette fois, s'il vous plaît, vous me laissez tourner la page. Hein. Ah mais non, mais putain, mais je suis con, je peux pas. Je suis censé être un perso de BD. Perso de BD, ça tourne pas les pages à BD, ça n'a aucun sens. Bravo, Miss Marple, brillante déduction, hein. Oui. Alors avant de parler du gameplay, un petit mot au sujet de la réalisation du jeu quand même. Alors la première chose qui frappe ici, c'est le cas de le dire, c'est la qualité des animations. Chaque détail semble avoir été soigné, Sketch se déplace de manière très réaliste, admirez les coups de poing, les coups de pied, les cheveux qui bougent dans l'air et évidemment les mouvements très rapides et vifs, surtout si vous jouez en NTSC 60 Hz. Alors au niveau des animations plus cocasses, je vous conseille d'ailleurs de pas toucher aux commandes quelques secondes. Vous pourrez alors voir Sketch renifler sa godasse ou bien péter visiblement. Ouais, bon. Le cercle des poètes disparus. Ouais, la poésie est morte ce soir. Alors notez également la beauté des décors qui sont très colorés, la pluie vers le début du jeu, la neige qui tombe dans le monde du temple tibétain, les bordures des cases qui se déchirent quand on projette un ennemi dessus, etc. Et pour plus de réalisme, les concepteurs du jeu ont même ajouté des voix digitalisées, le tout accompagné de la bande-son rock d'Howard Rosin, malgré les sons un peu limités de la Mega Drive. Mais Comics Zone, c'est pas qu'un jeu beau et techniquement ahurissant, c'est aussi un beat'em up sacrément difficile. Hein. Tu fais quoi là? Je sais pas, je trouvais que la pause était classe quoi. Oui, je sais ce que vous allez encore me dire, que je fais chier à toujours dire que les jeux rétro sont durs, mais qu'est-ce que j'y peux moi? Hein? Non, sans déconner, j'ai rarement joué à un beat'em up aussi ardu, aussi âpre, bref, d'une difficulté qui fait mal au cul. Et pourtant, je m'en suis tapé des beat'em up pour la vidéo sur l'histoire des beat'em up l'année dernière. Mais alors celui-là, putain, celui-là... Pas de mots de passe, des continues qui se font très rares, juste une vie pour finir tout le jeu, on est encore une fois dans du die and retry pur et dur ici. Il faudra donc tout connaître par cœur pour espérer survivre, et ce même si au final le jeu est assez court et se boucle en à peine 30 minutes. Alors, Comics Zone se compose de 6 niveaux répartis sur une aventure en 3 épisodes. Les 3 épisodes sont les suivants, Knights of the Mutants, Welcome to the Temple et Curse of the Dead Ships. Chaque épisode se compose de 2 niveaux, 2 pages de la BD, avec pour chacune d'entre elles une vingtaine de cases environ. Beat'em up oblige, le jeu est largement axé sur les combats, en sachant que Comics Zone a été conçu pour fonctionner aussi bien avec une manette Sega à 3 boutons que celle avec 6 boutons. Alors Sketch peut attaquer en assénant des coups de poing, des coups de pied au sol ou sauter, il peut également bloquer les coups et utiliser des armes temporaires de temps à autre. Comme dans les jeux de baston, il est également possible de faire de nombreux combos, comme l'indique d'ailleurs la notice du jeu. Quelques combinaisons de touches sur la manette vous permettront par exemple de faire des doubles coups de poing en série, des coups de pied au sol répétés, des uppercuts, des coups en tourbillon, il y a plusieurs coups spéciaux et, en général, un combo s'achève en projetant un ennemi contre un mur. Preuve ultime de l'inventivité géniale du jeu, il est même parfois possible d'arracher un bout de la page de la vignette pour envoyer un avion en papier sur l'ennemi, mais attention car ça consomme votre énergie, à manier avec précaution donc. Et toi là, prends garde, sinon je te balance mon méga aéroplane de la mort. Mais tu l'auras voulu. Tiens, prends ça, espèce de croquis inachevé. Bon. Voilà. Quel boulot de merde.
Alors dès le début de la partie, Sketch récupère une bombe et un couteau qui apparaissent dans son inventaire en haut à droite avec sa barre d'énergie verte juste en dessous qu'il faudra surveiller régulièrement. On ne peut prendre que 3 objets maximum dans l'inventaire, donc vous devrez gérer vos objets correctement en fonction des situations. Utiliser des explosifs, lancer un couteau, une grenade, avaler une boisson qui vous redonnera de l'énergie, faire appel à votre rat Roadkill que vous libérez dans le premier niveau et qui viendra vous aider. Il peut parfois attaquer des ennemis ou renifler un piège pour vous empêcher de tomber dedans. Mais perso, mon préféré, c'est l'icône du poing qui vous transforme pendant quelques secondes en super-héros façon Shazam de DC Comics là, qui tapera sur le sol en provoquant des éclairs qui détruiront tous les ennemis à l'écran. La classe. Il faudra parfois aussi découvrir des power-up cachés dans le décor. Pour accéder à l'un des items de votre inventaire, il faut appuyer sur le bouton C puis A pour utiliser l'objet si vous jouez sur une manette à 3 boutons. Par contre, si vous en utilisez une à 6 boutons, les touches pour accéder à l'inventaire seront placées différemment, et ce sera plus simple à gérer. Merci, Captain Obvious. Dans tous les niveaux du jeu, chaque vignette de la BD représentera une épreuve, un combat ou une énigme à résoudre, en sachant d'ailleurs qu'il y a parfois 2 chemins possibles dans certains niveaux. Il faudra aussi bien bastonner des mutants que déplacer des caisses, faire péter une porte avec des explosifs, baisser un levier pour ouvrir une trappe, libérer votre rat, combattre un mutant en restant suspendu au-dessus de l'eau, etc. Personnellement, j'aime bien vers la fin du premier niveau le moment où l'ennemi vous demande le mot de passe pour passer. Quel est le mot de passe? Ah, quel monde cruel, que de violence. Non, je rigole, c'est ça qui est bon. Et oui, ça va bastonner sec ici. D'ailleurs, à noter les petits détails qui tuent, comme les bouts de papier qui volent quand vous tapez sur un ennemi dessiné ou un obstacle d'une vignette de la BD, etc. À la fin de chaque niveau, le Super Hero Meter apparaît et détermine votre pourcentage de réussite dans l'aventure. Pour scorer un maximum, il faudra donc avoir fait un max de combos et de finish durant les bastons avec les ennemis. Hélas, aussi innovant et inventif qu'il soit, et malgré ses nombreuses trouvailles, le jeu est un succès très modeste à sa sortie en 1995, notamment parce que le titre sort beaucoup trop tard selon Peter Morawiecki, au moment où la PlayStation de Sony et la Saturn de Sega arrivent, et que la 3D finit par prendre le dessus à cette époque, rendant la 2D désuète et obsolète. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, parfois le succès ça tient pas à grand chose, c'est souvent une histoire de timing d'ailleurs. Enfin bon, bref, un projet de suite de Comix Zone était initialement prévu avant de tomber finalement aux oubliettes, suite à la dissolution du groupe par Sega dans la deuxième moitié des années 90, tout comme l'idée de faire un nouveau Comix Zone en 3D qui sera également abandonné. Alors sachez pour finir que le jeu sera également porté à l'époque sur PC dans une version visuellement similaire, si ce n'est que les voix digitalisées étaient moins compressées que sur Mega Drive évidemment, et que le jeu nous permettait de choisir plusieurs modes de difficulté. Le titre sera ensuite porté en 2002 sur Game Boy Advance, uniquement en Europe, avec un écran de jeu réduit et des graphismes moins beaux. Le jeu sera aussi porté sur la compilation Sega Mega Drive Collection sur PSP et sur PS2, où il faisait partie des titres secrets qu'on pouvait débloquer. Il sera ensuite disponible sur la console virtuelle Wii et sur le Xbox Live Arcade en 2009, puis apparaîtra dans la compilation Sonic Ultimate Genesis Collection sur Xbox 360 et PlayStation 3 en 2009, sur Steam en 2010, sur le PlayStation Network en 2011, sur iOS et Android en 2017 et sur la Mega Drive Mini sortie en 2019. Et sachez pour finir qu'il existe un vague projet de remake fait par des fans, mais pour le moment il n'y a rien de concret. Cela dit, en se baladant sur le net, on est tombé par hasard sur une vidéo d'une preview montrant un remake du jeu développé par des fans brésiliens et prévu, si l'on en croit la vidéo, fin 2021, mais pour le moment on n'en sait pas plus. Comix Zone est donc un titre culte de la Mega Drive des années 90. Véritable ovni de la console de Sega, le jeu reflète tout le savoir-faire et l'inventivité folle des artistes de STI à l'époque. Imaginé au départ comme une grande bande dessinée interactive, Comix Zone est un ravissement du début jusqu'à la fin et souvent cité comme l'un des plus beaux jeux de la Mega Drive, à qui le titre fait cracher ses tripes carrément. C'est également un beat'em up original, atypique et somme toute bien bourrin avec ses combos et ses attaques originales, comme le coup des avions en papier lancés sur les ennemis. Malgré cela, on regrette sa courte durée de vie, sa difficulté parfois trop élevée et des continus qui sont trop rares. On aurait également aimé avoir plus d'épisodes dans le jeu et en découvrir un peu plus sur cet univers apparemment très riche et intriguant. Et ben voilà les nostalgiques, encore une page de l'histoire de la chaîne Lord Paddle qui se referme et une autre qui se tourne sur cette grande saga qu'est l'histoire du jeu vidéo rétro. Et donc j'en ai marre, je vais lire autre chose. Non, attendez, j'ai pas fini là. Quelqu'un peut rallumer la lumière là, s'il vous plaît? Ouh. Oh, c'est une séquestration arbitraire là. Allez, décollez pas, merde. Vous
Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.